Romain Gary, une page d'histoire et autres nouvelles. Le but. Grand, mince, de cette élégance qui va si bien avec des mains longues et délicates, aux doigts qui semblent toujours suggérer toute une vie d'intimité avec les objets d'art, les pages d'une édition rare ou le clavier d'un piano, l'ambassadeur comte de N avait passé toute sa carrière dans des postes importants, mais froids, loin de cette Méditerranée qu'il poursuivait d'une passion tenace et un peu mystique, comme s'il y avait entre lui et la mer latine quelques liens intimes et profonds. Ses collègues du corps diplomatique d'Istanbul lui reprochaient une certaine raideur qui paraissait s'accorder assez mal avec son goût de la lumière et de la douceur italienne, qu'il avouait du reste rarement, et aussi son manque de liant. Les plus perspicaces ou les plus indulgents y reconnaissaient la marque d'une sensibilité excessive, ou même d'une vulnérabilité, que les bonnes manières ne suffisent pas toujours à protéger. Et peut-être n'y avait-il dans son amour de la Méditerranée qu'une sorte de transfert, et qu'il donnait au ciel, au soleil, aux jeux tumultueux de la clarté et de l'eau, tout ce que les restrictions de son éducation, de son métier, et sans doute aussi de son caractère, l'empêchaient de donner librement aux êtres humains, ou à un seul d'entre eux. Il avait épousé à 23 ans une amie d'enfance, ce qui n'avait encore été pour lui qu'une façon d'éviter d'aborder le monde des étrangers. On disait de lui qu'il offrait l'exemple rare du diplomate qui avait su défendre sa personnalité contre une emprise trop totale de ses fonctions. Il affiche d'ailleurs un léger dédain à l'égard des hommes qui, pour employer ses propres mots, avaient trop l'air de ce qu'ils vendaient. Et cela expliquait-il à son fils aîné qui venait de le suivre dans la carrière, en dévoilant trop clairement les limites d'une personnalité, n'est jamais ni à l'avantage d'un homme, ni à celui de sa profession. Cette réserve ne l'empêchait pas d'avoir un goût profond de son métier. Et à 57 ans, à son 3e poste d'ambassadeur, au sommet des honneurs et père de 4 enfants charmants, il avait le sentiment confus, mais angoissant, et qu'il n'arrive pas à expliquer, de lui avoir tout sacrifié. Sa femme avait été pour lui une compagne parfaite. Une certaine étroitesse d'esprit qu'il lui reprochait secrètement était peut-être ce qui avait servi le mieux sa carrière, du moins dans ses manifestations les plus superficielles, mais non négligeables, si bien que, depuis 25 ans, tout ce qui était petit four, jeu de fleurs, gracieuseté, ronde rituelle, corvée bienséante et lassante frivolité de la vie diplomatique, lui avait été dans une grande mesure épargnée. Elle semblait le protéger instinctivement par tout ce qu'il y avait en elle de strict, de comme il faut, de conventionnel. Et il eût été stupéfait d'apprendre ce qu'il entrait d'amour dans ce qu'il croyait être un simple manque d'horizon. Ils avaient tous les deux le même âge, les domaines de leur famille voisinaient au bord de la Baltique. Ses parents avaient arrangé le mariage sans même se douter qu'elle était amoureuse de lui depuis son enfance. C'était à présent une femme droite, maigre, habillée avec cette indifférence qui implique le renoncement. Elle avait un faible pour ces rubans de velours noir autour du cou qui ne font qu'attirer l'attention sur ce qu'ils essaient de cacher. Des boucles d'oreilles trop longues accentuaient bizarrement chaque mouvement de sa tête et donnaient quelque chose de pathétique à son absence de féminité. Ils parlaient peu, comme s'il y avait entre eux un accord tacite. Elle s'efforçait de deviner ses moindres désirs et de lui épargner le maximum de rapports humains. Un des soucis constants de sa vie avait toujours été d'éviter qu'en se retournant brusquement, il ne surprit le regard d'adoration qu'elle ne pouvait s'empêcher parfois de poser sur lui. Il demeurait convaincu qu'ils avaient tous les deux fait un mariage de convenance, et que d'être ambassadrice avait été le but et le couronnement de toute sa vie de femme. Il eût été étonné, et peut-être même indigné, de savoir qu'elle passait de longues heures dans les églises à prier pour lui. Depuis leur mariage, elle ne l'avait jamais oublié dans ses dévotions, et celle-ci était fervente et suppliante, comme si elle l'eût toujours su exposer à quelque péril secret. Encore aujourd'hui, au fait d'une vie exemplaire, alors que les enfants étaient grands et que rien ne semblait plus menacer celui qu'elle avait entouré d'une tendresse muette et comme douloureuse, étrangement secrète jusque dans l'intimité de mariage, encore aujourd'hui, après 35 ans de vie commune, il lui arrivait de passer des heures agenouillées à l'église française de Péra, le mouchoir de dentelle tordu entre ses doigts, priant pour qu'aucun de ces engins à retardement que le destin place parfois dès la naissance dans le cœur d'un homme ne vint soudainement à exploser en lui. Mais quel péril intérieur pouvait donc craindre un être dont toute la vie n'avait été qu'une longue journée de soleil, d'une visibilité parfaite, un lent et tranquille épanouissement d'une personnalité dans une vocation. Le comte avait passé le plus clair de sa carrière dans les grandes capitales, et s'il lui restait encore une ambition, c'était celle d'être un jour nommé à Rome, au cœur de cette Méditerranée dont il continuait à rêver avec une ferveur d'amoureux. Le destin, cependant, semblait s'être acharné à contrecarrer son désir. À plusieurs reprises, il avait été sur le point d'être nommé à Athènes, puis à Madrid.
Mais au dernier moment, quelques décisions soudaines de l'administration l'ont rejeté loin du but. Bien qu'elle ne l'eût jamais avoué, sa femme avait toujours accueilli ce que le comte de N considérait comme un revers de fortune, avec un certain soulagement. Même les quelques semaines de vacances qu'il passait chaque année avec les enfants à Capri ou à Bordighera l'emplissaient de malaise. Son caractère, habitué à la réticence, son tempérament, à l'aise seulement dans un climat raréfié qui semblait suggérer agréablement l'absence de passion, son teint, même, très pâle qui allait à la perfection avec la lourde discrétion des rideaux toujours tirés, tout cela faisait que la Méditerranée lui apparaissait comme une jungle de couleurs, de parfums et de sons, où elle ne s'aventurait qu'à contre-cœur. Elle trouvait quelque chose d'immoral à tant de lumière. Cela se rapprochait un peu trop de la nudité. Les passions et les cœurs n'étaient plus recouverts des vols pudiques de la froideur, du brouillard ou de la pluie. Tout avouer, tout proclamer, tout s'exhiber et se donner. La Méditerranée lui faisait un peu l'effet d'un immense mauvais lieu, et elle n'avait jamais pu s'habituer à l'idée d'y venir avec ses enfants. Elle ne s'y risquait qu'avec 2 gouvernantes et un précepteur pour les garçons. Lorsque les enfants jouaient sur la plage de Lido, elle ne les quittait pas des yeux, comme si elle eût craint que le vague elle-même et la mère ne vinssent leur donner quelque conseil immoral ou leur apprendre quelque jeu défendu. Elle avait horreur de l'éclat et traitait la nature avec une extrême réserve, comme si elle l'eût cru capable d'un scandale. Elle était toujours tendue, toujours nerveuse d'une nervosité contrôlée et réprimée, qui se remarquait seulement par le tremblement plus prononcé de ses boucles d'oreilles. Elle apportait une attention extrême aux manières, aux convenances, et faisait comme si le but de la vie fût de passer inaperçu. Il eût été difficile d'imaginer une éducation plus stricte que la sienne, couronnée de plus de succès, et elle eût fait une parfaite ambassadrice, n'eût été une certaine inaptitude au sourire. Ses sourires étaient rapides, forcés comme un frisson froid. C'était un de ces êtres dont il est à la fois difficile de dire quelque chose et qu'il est difficile d'oublier. Elle était inlassable dans son métier, dans le soin qu'elle apportait à la carrière de son mari, à l'éducation de ses enfants. Elle se dépensait sans compter dans les visites, les bonnes œuvres, les réceptions, les corvées mondaines qu'elle détestait autant que lui, sans qu'il s'en doutât, mais qu'elle acceptait, avec empressement, parce que c'étaient les seules marques d'amour et de dévouement qu'elle pouvait se permettre à son égard. Son visage, aux lèvres minces, aux traits un peu aigus d'oiseau pâle, portait la marque d'une résolution soutenue. On ne savait laquelle, d'une volonté tendue vers un seul but qu'il était difficile d'imaginer. On avait l'impression qu'elle cachait un secret, qu'elle savait ce que personne jamais, à aucun prix, ne devait soupçonner. Cela se voyait à l'inquiétude soudaine de son regard, à la nervosité crispée de ses mains, à la réserve qu'elle manifestait sous un de ses sourires furtifs et glaçants, aux épouses des collaborateurs de son mari qui essayaient de se lier d'amitié avec elle et qu'elle soupçonnait immédiatement de vouloir forcer son intimité. On la croyait torturée par l'ambition, et on se moquait un peu de cette attention extrême, jalouse, et parfois presque angoissée, avec laquelle elle veillait sur ce qui, depuis longtemps, ne semblait plus demander tant d'efforts, la situation de son mari et l'avenir de ses enfants. Ils en avaient 4, 2 fils et 2 filles. L'aîné venait d'entrer à son tour dans la carrière, au poste d'attaché à Paris. Le cadet était à Oxford, et venait justement d'arriver à Istanbul pour passer ses vacances en préparant un examen. Les 2 filles, 16 et 18 ans, vivaient avec leurs parents. Le comte de N était depuis un peu plus d'1 an en poste à Istanbul, et il aimait ce lieu où les civilisations étaient venues mourir avec tant de beauté. Il avait d'ailleurs admirablement réussi en Turquie, et il avait pour ce peuple fier et courageux un respect sincère et amical. Depuis quelque temps, la capitale avait été transportée à Ankara, que la volonté d'Atatürk faisait rapidement sortir de terre. Mais les ambassades avaient traîné, s'étaient fait un peu tirer l'oreille, et, profitant de l'été, demeuraient encore sur le Bosphore. Le comte passait ses matinées à la chancellerie. L'après-midi, il errait longuement parmi les mosquées, dans les souks, s'attardant chez les marchands d'objets d'art et d'antiquités. Il restait des heures en méditation devant une pierre précieuse ou à caresser, de ses doigts longs et fins qui paraissaient faits pour ce geste, une statuette ou un masque, comme pour essayer de leur rendre vie. Pareil en cela à tous les connaisseurs, il éprouvait le besoin de toucher, de tenir ce dont son œil se délectait, et les antiquaires lui ouvraient avec empressement leurs vitrines, puis le laissaient seul, avec son plaisir. Mais il achetait peu. Ce n'était pas de l'avarice. Simplement, il manquait toujours quelque chose aux plus belles pièces. Il écartait un peu fébrilement les bagues, les calices, les icônes, les camées, encore une statuette, un paysage d'émail, un étincellement de joyaux. Sa main, parfois, se crispait d'impatience, de vide, d'aspiration presque physique. Quelque chose n'était pas là. La beauté même des œuvres d'art ne faisait que l'exaspérer, parce qu'elle suggérait, avec une sorte d'impuissance, une perfection plus grande, plus totale,
dont l'art n'était jamais qu'un humble pressentiment. Parfois, lorsque ses doigts suivaient sur une statue les formes que l'inspiration de l'artiste lui avait imposées, il était soudain saisi d'une profonde tristesse, et il lui fallait faire un effort pour conserver cet air digne et tranquillement assuré que tout le monde attendait de lui. C'est à ces moments-là qu'il éprouvait, avec le plus d'acuité, le sentiment d'une vocation manquée. Pourtant, il n'avait jamais songé à être un artiste. Le goût de l'art même ne lui était venu que tardivement. Non, c'était quelque chose dans ses mains, dans ses doigts. C'était un peu comme si ses mains eussent eu un rêve à elles, une aspiration indépendante de sa volonté et qu'il ne comprenait pas. Lui, qui n'avait jamais souffert d'insomnie, il lui arrivait de plus en plus souvent de rester des heures sans dormir avec ce troublant appel physique, s'éveillant au creux de ses paumes comme une naissance nocturne d'un sens nouveau. Il finissait par avoir honte des marchands et espacer ses visites dans les souks. Il en avait même parlé à sa femme au petit déjeuner. Le petit déjeuner était une cérémonie familiale célébrée sur la terrasse de Thérapia, au-dessus du Bosphore, sous un parasol bleu. Le maître d'hôtel, en gants blancs, transportait solennellement les instruments du rite. Madame de N présidait la cérémonie dans une atmosphère admirablement réglée, où seules les abeilles mettaient parfois une note d'imprévu. Le comte avait abordé le sujet un peu indirectement, se sentant coupable bien qu'il ne sût guère de quoi. Il avait d'ailleurs choisi d'en parler pour en finir justement avec cet absurde sentiment de culpabilité. « Je finirai par m'établir ici une solide réputation d'avarice, dit-il. Je passe mon temps chez les antiquaires d'Istanbul sans faire le moindre achat. Hier après-midi, j'ai bien dû rester une demi-heure devant une statuette d'Apollon sans pouvoir me décider. Il me semble qu'il manque toujours l'essentiel aux objets d'art les plus parfaits. Je croyais pourtant qu'un de mes traits de caractère était l'indulgence, sentiment qui va rarement de pair avec un goût intransigeant de la perfection. Je finis par donner au marchand l'impression que, même s'il m'offrait une statue de Phidias, je trouverais encore à y redire. Il vaut mieux en effet que vous leur achetiez quelque chose, dit la comtesse. La moitié des rumeurs qui circulent dans le corps diplomatique naissent dans les souks. Elles suffisent parfois à marquer une carrière. En tout cas, chacun connaît jour par jour ce que le moindre attaché a acheté et combien il l'a payé. La prochaine fois, j'achèterai n'importe quoi, dit le comte d'un ton enjoué. Mais avouez qu'il vaut mieux que l'on m'accuse d'être, comme disent les Français, près de mes sous, plutôt que d'avoir mauvais goût. Sa fille aînée regardait les longues mains délicates de son père sur la nappe. « Il suffit de voir vos mains, papa, pour expliquer vos hésitations, dit-elle. Je vous ai vu moi-même chez Ahmed l'autre jour, caressant rêveusement une statuette égyptienne. Vous paraissez à la fois fasciné et triste. Vous avez gardé je ne sais combien de temps la figurine à la main, puis vous l'avez replacée dans la vitrine. Je ne vous ai jamais vu aussi abattu. En réalité, vous êtes trop artiste vous-même pour vous contenter encore de la contemplation. Vous avez besoin de créer vous-même. Je suis parfaitement sûre que vous avez raté votre vocation. Christelle, s'il te plaît, dit la comtesse doucement. Ce que je veux dire, c'est que sous cette enveloppe de parfait diplomate s'est caché pendant 30 ans un artiste que votre volonté a empêché de se manifester, mais qui prend aujourd'hui sa revanche. Je suis persuadée que vous avez du génie, papa, et qu'il y a en vous un très grand peintre ou un très grand sculpteur qui a été ligoté pendant toute une vie, si bien qu'aujourd'hui, pour vous, chaque objet d'art est un reproche, un remords. Vous avez passé votre existence à chercher dans la contemplation une satisfaction artistique que seule la création eût pu donner. Votre maison s'est peu à peu transformée en musée, mais vous vous acharnez à continuer chez tous les antiquaires d'Istanbul vos fouilles impatientes à la poursuite d'une œuvre d'art qui est en vous. Toutes ces miniatures, ces sculptures, ces bibelots sont autour de vous comme le témoignage manqué. « Christelle !» dit la comtesse sévèrement. « Oh, tout est relatif, bien sûr. Je parle uniquement de vocation artistique. Quand vous êtes dans les souks chez Ahmed, devant l'image en pierre de quelque dieu païen, ce qui vous torture, c'est la volonté de créer. Vous ne pouvez pas vous contenter de l'œuvre d'un autre. Tout cela, du reste, est écrit dans vos mains. » Le comte sentit soudain une présence angoissée tendue à ses côtés. Sa femme. Que l'on pût parler avec tant de légèreté de sa carrière, de cette suite d'honneur que fut sa vie, voilà sans doute ce qui lui était difficile d'admettre ou seulement de tolérer. Il toussa discrètement, porta la serviette à ses lèvres. Que l'on pût mettre une telle passion à l'amour de la respectabilité, des dignités, des honneurs, voilà ce qu'il n'arrivait pas à concevoir. Il ne lui vint même pas à l'esprit que ce qu'il appelait l'amour de la respectabilité
des dignités, des honneurs, était peut-être l'amour tout court. Ce qu'il savait par contre, et avec rancune, c'est que, sans elle, il eût abandonné la carrière depuis longtemps pour vivre dans quelques villages de pêcheurs italiens, peindre, sculpter. Inconsciemment, sa main se referma sur une curieuse sensation de besoin, une sorte de nostalgie physique dans les doigts. « Je trouve plutôt que papa a des mains de musicien, » intervint la cadette. « On les voit très bien effleurer un clavier, les cordes d'un violon ou même d'une guitare. » Une abeille bourdonna un moment au-dessus de la nappe entre le miel et le vase de fleurs. Sur le Bosphore, un caïque passa avec juste ce qu'il fallait de langueur pour ne rien demander à la paresse de l'œil. On entendit un crissement de roues sur le gravier. « Le chauffeur, » dit le comte. Il se leva, sourit aux enfants, évita de regarder sa femme et monta dans la voiture. 2 ou 3 fois pendant le parcours, il regarda ses mains. Il avait été touché par la vivacité de sa fille, par son raisonnement volubile et ingénu. Il était bien vrai que depuis des années déjà, la contemplation ne lui suffisait plus, et que grandissait en lui le désir bizarre mais irrésistible de goûter plus intimement à la beauté du monde, de la porter à ses lèvres comme une coupe de main. Il se pencha vers le chauffeur. « Chez Ahmed, » dit-il. Parmi les antiquaires qui observaient depuis longtemps déjà le comte de N, lorsqu'il touchait l'un après l'autre des bibelots précieux, sans jamais paraître trouver tout ce qu'il cherchait, il y avait naturellement Ahmed, qui était non seulement le plus gros marchand des souks, mais aussi et surtout un grand connaisseur de la nature humaine, pour laquelle il éprouvait une véritable passion de collectionneur. C'était un homme rond, presque obèse, au teint olivâtre, aux beaux yeux fluides d'un vert marin. Il portait encore sur ses cheveux grisonnants un fez dont un récent décret d'Atatürk venait pourtant de prohiber le port en Turquie. Il y avait dans son regard une curieuse et constante lueur éblouie, comme si la splendeur des pierres précieuses parmi lesquelles il vivait avait fini par communiquer à ses yeux un peu de son éclat, et ses traits charnus étaient perpétuellement empreints d'une expression d'émerveillement presque révérentielle, qui paraissait refléter l'étonnement et la gratitude d'un vrai amateur devant les infinies richesses de l'âme humaine, dans ses innombrables et étonnantes manifestations. Son plus grand plaisir était de rester au fond de son souk et d'admirer du matin au soir une faune humaine intarissable dans son foisonnement, ses failles profondes, secrètes ou visibles à l'œil nu, les soudaines révélations de sa laideur ou de sa beauté. Le comte de N était considéré par les antiquaires d'Istanbul comme un des plus mauvais clients qu'Allah eût jamais égarés dans leur souk. Mais Ahmed ne s'était jamais laissé aller à un jugement aussi sommaire. Il attendait au contraire beaucoup du diplomate et le cultivait avec soin. Il éprouvait en sa présence ces délicieux moments d'anticipation que tout collectionneur connaît lorsqu'il se sent sur la trace d'un objet rare et précieux, demeuré pendant longtemps caché, et sur lequel tant de regards se sont posés sans jamais en reconnaître l'authenticité profonde. Ahmed se tenait en général dans la cour intérieure de son magasin, à côté de la fontaine, en compagnie d'un jeune neveu. Lorsqu'il voyait le comte de N apparaître dans une des pièces du magasin, toute trace d'expression quittait son visage, ce qui était chez lui une marque d'une certaine émotion. Il se levait et allait recevoir l'ambassadeur avec une politesse digne, totalement dénuée de servilité. Aucune transaction commerciale, si avantageuse qu'elle pût être, ne lui eût causé le quart de la satisfaction qu'il éprouvait à observer discrètement le diplomate aux prises avec son démon secret. Depuis 1 an déjà, Ahmed attendait avec une patience de vieux prospecteur. Il n'avait qu'une crainte. C'est que, le moment venu, au hasard d'une promenade, d'une rencontre, la révélation du joyau intime que le comte portait en lui sans le savoir, et que l'œil expert d'Ahmed guettait depuis longtemps, ne se produisait quelque part ailleurs, hors de son magasin, loin de ses yeux. C'était naturellement une très grosse perte. Il reçut donc le diplomate dans ce silence qu'il réservait toujours aux connaisseurs distingués, et qui suggérait quelque communion profonde dans la contemplation de la beauté. Il allait de salon en salon, ouvrant les vitrines. On entendait la fontaine dans le jardin. Un moment, en passant près d'une fenêtre, Ahmed fit signe à un neveu, et le jeune homme toucha les cordes de l'instrument qu'il tenait sur les genoux. Le comte se tourna vers la fenêtre. « Mon neveu, » dit Ahmed. Le comte avait repris la statuette qu'il avait admirée la veille. Ses mains s'énervaient à suivre les lignes de la sculpture. Ahmed, dans un silence respectueux, regardait discrètement les doigts de l'ambassadeur vivre sur la pierre. Dans la cour, le jeune musicien s'était arrêté de jouer, comme par respect instinctif de ce rite mystérieux que l'amateur d'art était en train de célébrer. On entendait le bruissement de la fontaine.
Ma fille doit avoir raison, pensa soudain le comte. Mes yeux se lassent de courir sur la trace d'un autre. Ce qu'il faut, c'est essayer d'arracher soi-même un miracle de vie et de beauté à la matière. Il n'y avait pas d'autre explication à cet émoi qu'il éprouvait en même temps qu'un sentiment d'intense frustration, à cet agacement, ce vide presque douloureux, cette étrange nostalgie physique qu'il éprouvait dans ses doigts. Il savait qu'il allait passer encore une nuit blanche avec l'impression que ses mains allaient le quitter pour vivre. Dans quelque coin perdu des souks, une vie à elle, mystérieuse, tâtonnante, comme reptilienne, qu'il pressentait vaguement, mais dont il refusait de prendre conscience. Et, une fois de plus, il lui faudrait faire appel à tout son amour-propre pour interdire à son imagination le droit de franchir les frontières du monde furtif et narquois qui le guettait. Il eut envie de se confier à Ahmed, de lui parler de cette confuse aspiration physique, tapie au creux de ses paumes comme un insecte rongeur. Il avait besoin d'un conseil, d'une initiation. Ahmed pourrait peut-être lui procurer cette matière mystérieuse qu'il avait envie de pétrir, dans laquelle il voulait plonger enfin ses doigts. Mais sans doute était-il trop tard. Il fallait de longues années d'apprentissage, d'initiation pour devenir un sculpteur. Si seulement il avait découvert plus tôt sa véritable vocation. Peut-être dans quelques années après sa retraite. Il se tourna vers Ahmed, un sourire enjoué aux lèvres, avec cette élégance détachée qu'elle savait mettre dans ses moindres gestes. « Ma femme me reproche beaucoup ces visites au cours desquelles je n'achète rien, » dit-il. « Elle craint que je ne me fasse dans les souks une solide réputation d'avarice. Je pourrais évidemment acheter n'importe quoi. Vous m'offenseriez, Excellence, » dit Ahmed. « Je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne trouve jamais un objet dont j'eusse vraiment envie. Même cette statuette, dont n'importe quel spécialiste reconnaîtrait pourtant la perfection, me laisse une sensation d'à peu près. » Ahmed regardait avec fascination les doigts du diplomate célébrer leur rite autour de la silhouette de bronze. « Ma fille prétend que j'ai des mains de sculpteur et que j'ai raté ma vocation. » Ahmed hocha la tête devant la témérité de la jeunesse. « Mais pourquoi n'essayeriez-vous pas, Excellence » demanda-t-il. « Les plus grands artistes se sont quelquefois révélés assez tard. Permettez-moi de vous offrir un café. » Ils passèrent dans la cour. Le jeune musicien se leva respectueusement. Il était très mince. Le visage sous des cheveux très noirs, empreints aux yeux et aux pommettes de la marque à la fois délicate et sauvage de la Mongolie. Le comte ne semblait pas l'avoir vu. Tourné vers la fontaine, il buvait son café, le regard un peu fixe. Ahmed fit un signe de tête au jeune homme, et celui-ci se mit à jouer. Le comte parut revenir sur terre. La tasse levée, il regarda l'instrument avec un soudain intérêt. « C'est un luth, je crois » demanda-t-il. « Oui, » dit Ahmed doucement. « Plus exactement, c'est un oud. Al-oud. C'est un mot arabe. » Le comte but une gorgée de café. « Al-oud » répéta-t-il d'une voix un peu rauque. Dans ses mains, la tasse heurta soudain la secoupe. Il fixait l'instrument, le sourcil froncé, avec une sorte de sévérité. Ahmed toussa. « Al-oud » répéta-t-il. « C'est l'ancêtre du luth européen. Ainsi que vous le voyez, le corps de l'instrument est beaucoup plus petit que celui du luth moderne, et le manche beaucoup plus long. Il n'y a que 6 cordes. » Il toussa. Il a été introduit en Europe par les croisés. Le comte posa la tasse sur le marbre de la fontaine. « Il est très beau, » dit-il. « Plus beau que les instruments à cordes de l'Occident. Je trouve en général que les instruments à cordes sont les seuls à joindre à la beauté du son celle de la forme. Au fond, ce qui manque aux objets d'art, c'est d'exprimer dans un son, dans un chant, l'émotion artistique, la joie, la tendresse amoureuse de celui qui les touche. » Sa voix s'enroua légèrement. « Vous permettez ?» Il s'empara de luth. « C'était le divertissement préféré de nos sultans, » murmura Ahmed. Le comte promenait ses doigts sur l'instrument. Une note s'éleva, tendre, plaintive, un peu ambiguë, à la fois en reproche et une supplique de continuer. Il frôla encore une fois les cordes et sa main resta suspendue dans l'air, comme la note, aussi longtemps qu'elle. Le jeune musicien le regardait gravement. « Joli son, » dit le comte brièvement. « J'en ai dans ma collection qui date du XVIe siècle, » dit Ahmed, « si vous voulez me permettre. » Il courut dans son magasin. Pendant son absence, le comte demeura silencieux, appuyé contre la margelle, regardant devant lui avec beaucoup de sévérité. Il était évident qu'il pensait à des affaires de la plus haute importance, des affaires d'État, sans aucun doute. Le jeune musicien lui jetait de temps en temps un regard de respect. Ahmed revint presque aussitôt avec un instrument admirablement travaillé, incrusté de nacre et de pierres multicolores. Il est en parfait état.
Mon neveu va vous jouer quelque chose. Le jeune homme prit le luth et ses doigts éveillèrent dans les cordes une voix voluptueuse et plaintive qui parut devoir demeurer à jamais suspendue. Le comte parut vivement intéressé. Il examina l'instrument. « Admirable, dit-il, admirable. » Il frôla les cordes du bout des doigts avec une sorte de brusquerie, comme s'il eût besoin d'exagérer l'ampleur du geste pour vaincre sa timidité. « Eh bien, cher Ahmed, je l'achète, » déclara-t-il. « Voilà qui va calmer les appréhensions de ma femme quant à ma réputation. »« Combien en voulez-vous » ?»« Excellence, » dit Ahmed avec une émotion entièrement sincère. « Permettez-moi de vous l'offrir en souvenir de notre rencontre. » Ils marchandèrent aimablement. Dans la voiture, le comte ne cessa de caresser les cordes de ses doigts. Le son répondait admirablement au geste. Le comte monta l'escalier en tenant l'objet avec précaution et entra dans le salon de sa femme. Madame de N était en train de lire. « Voilà mon acquisition, » annonça le comte triomphalement. « Cela m'a coûté une petite fortune, mais ainsi ma réputation n'a plus rien à craindre dans les souks d'Istanbul. »« Mon Dieu, qu'allez-vous faire d'un luth ?»« L'admirer, » dit le comte. « Le garder dans mon cabinet et en caresser les formes. C'est à la fois un instrument de musique, un objet d'art et quelque chose de vivant. Il est tout aussi beau qu'une statue, mais il a aussi une voix. Écoutez. » Il toucha les cordes. Le son s'éleva et languit doucement dans les airs. « C'est très oriental, » dit Madame de N. C'était l'instrument préféré des sultans. Il alla déposer le luth sur sa table de travail. Désormais, il lui arriva de passer de longs moments dans son cabinet, assis dans un fauteuil, à fixer l'instrument avec une sorte de peur fascinée. Il luttait contre une sensation de vide qui grandissait dans ses mains, une avidité à la fois confuse et tyrannique, un besoin de toucher, de faire jaillir, de pétrir, et peu à peu, tout son être se mettait à réclamer quelque chose. Il ne savait pas quoi au juste. Et à le réclamer impérieusement, capricieusement presque. Il finissait par se lever et aller frôler le luth. Il perdait alors toute notion du temps et demeurait debout devant la table, frappant les cordes au hasard de ses doigts maladroits. « Papa a passé aujourd'hui au moins 2 heures à jouer du luth, » annonça Christelle à sa mère. « Tu appelles cela jouer ?» dit la cadette. « Il frappe toujours la même corde, on entend toujours le même son. C'est à devenir fou. »« C'est tout à fait mon avis, » déclara Nick. « On l'entend dans toute la maison, il n'y a plus où se cacher. Je trouve ce son parfaitement odieux du reste. On dirait le miaulement d'une chatte amoureuse. »« Nicolas !» Madame de N posa sa fourchette avec colère. « Je te prie de surveiller ton langage. Tu es parfaitement intolérable. »« C'est tout ce qu'on lui a appris à Oxford, » dit la cadette. « En tout cas, depuis qu'il a acheté ce maudit instrument, il n'y a plus moyen de travailler, » dit Nick. « J'ai un examen à préparer, moi. Même quand on n'entend rien, on sait que cet affreux miaulement va s'élever d'un moment à l'autre et on passe son temps à le redouter. »« Je vous avais bien dit que père était un artiste qui s'ignorait, » dit Christelle. « Oh, si encore il joue vraiment quelque chose, » grommela Nick. « Mais non, toujours une seule note et toujours la même. »« Il devrait prendre des leçons, » conclut Christelle. Chose étrange, le jour même, le comte fit part à sa femme le désir de prendre des leçons de luth. « Je trouve très pénible de tenir entre mes mains un instrument dont il est possible de tirer une telle richesse de mélodie et de ne pas pouvoir le faire. Se limiter à une note est plutôt monotone. Les enfants se plaignent et ils ont raison. Je demandais à Ahmed de me recommander quelqu'un. » Ahmed était dans la petite cour intérieure en train de jouer au tric-trac avec un voisin lorsque le comte fit son entrée dans le magasin. Quelque chose dans son visage, dans son attitude, fit courir sur les chines pourtant blasées de l'antiquaire un délicieux frisson d'anticipation. Le diplomate était extrêmement grave, sévère même, avec une trace de colère dans le regard et dans le pli de ses lèvres serrées. Il tenait la main sa canne avec une expression de détermination et presque de défi. Ahmed reconnut même dans son attitude cet air de supériorité que les employés subalternes des ambassades prenaient en général pour s'adresser à quelqu'un qui n'était, après tout, qu'un marchand des souks. Il eut de la peine à réprimer un sourire lorsque le comte, sans répondre à ses salutations, lui parla avec sécheresse et brusquerie. « Cet instrument de musique que j'ai acheté chez vous l'autre jour, comment cela s'appelle-t-il déjà ?»« Un oud, Excellence, » répliqua Ahmed. « Hal oud. »« Parfaitement, parfaitement. Non, figurez-vous, les enfants en sont fous. Je vous étonnerai peut-être en vous disant que ma femme elle-même... » Ahmed attendit, le sourcil levé, le visage fiché, le tumouche immobile dans sa main potelée. « Bref, ils veulent tous apprendre à jouer de l'instrument.
Il n'est question que de cela, à la maison. Je leur ai promis de vous en parler pour voir si vous ne pourriez pas nous trouver un professeur. Un professeur d'août, Excellence murmura Ahmed. Il hocha la tête. Il fit mine de réfléchir longuement. Les yeux mi-clos, il semblait passer en revue les uns après les autres les milliers de joueurs d'août qu'il connaissait à Istanbul. Il prenait son plaisir, un peu trop lourdement peut-être, mais c'était la revanche d'une longue année de patience et d'anticipation. Le comte se tenait droit devant lui, la tête haute, dans une attitude de dignité et de noblesse au-dessus de tout soupçon, qui allait droit au cœur du vieux jouisseur. C'était un des bons moments de la vie. Il faisait durer le plaisir impitoyablement. « Voyons, s'exclama-t-il enfin, où avais-je la tête? Mon neveu est un joueur d'août de grand talent, et il va sans dire, Excellence, qu'elle sera heureuse de se mettre à votre disposition. » À partir de ce jour, 2 ou 3 fois par semaine, le jeune neveu d'Ahmed montait les marches de la villa de Thérapia. Il saluait gravement l'ambassadrice et était conduit par un domestique dans le cabinet du comte. On entendait alors, pendant 1 heure, le son de lutte dans la maison. Madame de N se tenait assise dans le petit salon voisin du cabinet de son mari et calculait que les notes devaient être entendues dans tout l'étage, dans l'appartement des enfants et surtout en bas, chez les domestiques. Pendant tout le temps que le jeune musicien était là, elle demeurait enfermée dans son salon, tordant un mouchoir entre ses mains, incapable de penser à autre chose, luttant en vain contre une certitude qui la hantait depuis si longtemps. Les notes s'élevaient régulièrement, mélodieuses et hardies, sous les doigts du professionnel, malhabiles et tâtonnantes sous ceux de l'amateur. En quelques leçons, Madame de N vieillit de 10 ans. Elle attendait l'inévitable. Tous les jours, elle allait se réfugier dans la petite église française de Péra et prier longuement. Mais elle ne se contenta pas de prier. Elle était décidée à aller beaucoup plus loin. Elle était prête à aller jusqu'au bout de sa tendresse et de son dévouement. Elle était prête à aller jusqu'au bout de l'humiliation dans sa lutte pour l'honneur, puisque ce n'était pas à son honneur à elle qu'il s'agissait. Il y avait si longtemps que la question ne se posait plus. Elle prit donc ses précautions, le plus discrètement possible. Si bien que, lorsque le jour tant roux de vient enfin, il la trouva armée. Cela se produisit vers la 5e ou 6e visite du jeune musicien. Il fut introduit, comme d'habitude, par le domestique, traversa le petit salon en saluant gravement l'ambassadrice qui feuilletait une revue, puis entra dans l'appartement du comte. Madame de N jeta la revue et attendit. Elle se tenait très droite, la tête haute, le mouchoir entre les mains, les yeux agrandis. La leçon mit, comme d'habitude, quelques minutes à commencer. On entendit ensuite une mélodie langoureuse monter du cabinet. C'était clairement le jeune homme qui jouait. Puis, Madame de N était assise sur le divan, figée, les lèvres serrées, les doigts noués autour du mouchoir de dentelle. Elle attendit encore 1 minute, les yeux fixes, les boucles d'oreilles tremblant de plus en plus vite. Toujours le silence. Pendant quelques instants, elle continua à espérer, à lutter contre l'évidence. Mais à chaque seconde qui passait, le silence ne faisait que grandir monstrueusement autour d'elle, et il lui sembla qu'il emplissait la maison. Descendez l'escalier, ouvrez toutes les portes, traversez les murs, arrivez aux oreilles des enfants, et que des sourires bêtes et goguenards apparaissaient déjà sur les visages des domestiques aux aguets. Elle se leva rapidement, ferma à clé les portes du salon, et courut vers l'armoire chinoise dans un coin. Elle prit une clé dans sa poche, ouvrit l'armoire et en retira un luth. Elle revint alors s'asseoir sur le sofa, posa l'instrument sur ses genoux et frappa les cordes. De temps en temps, elle s'arrêtait, écoutait désespérément, puis continuait à frapper du bout des doigts les cordes haïes. Elle était sûre que l'on entendait les sons du luth aussi bien dans l'appartement des enfants que dans la cour, chez les domestiques, et il ne pouvait venir à l'esprit de personne que c'était sous sa main que naissaient secrètement ces accents voluptueux et discordants. Peut-être, pensait-elle, peut-être allait-il malgré tout arriver à l'âge de la retraite sans scandale, sans même que le monde s'aperçût. Il n'y avait plus que quelques années à attendre. D'un moment à l'autre, il y allait avoir l'ambassade de Paris ou Rome. Il s'agissait simplement de durer encore un peu, d'éviter les ragots, les potins, les mauvaises langues. Les enfants étaient déjà grands. Et de toute façon, les premiers soupçons mettraient longtemps à franchir les murs du respect acquis. Elle continua à frapper les cordes des doigts, s'interrompant parfois un instant pour écouter. Au bout d'une demi-heure, la musique reprit dans l'appartement du comte. Madame de N se leva, et alla replacer le luth dans l'armoire. Puis elle revint s'asseoir et prit un livre. Mais les lettres se brouillaient devant ses yeux, et elle se contenta de rester là, très droite, le livre à la main, essayant de ne pas pleurer.